Écoutez, bonsoir à tous. Je suis très heureux de partager avec vous pendant une petite demi-heure des expériences en négociation. Vous en avez tous, on en a tous. Et ce que je vais vous montrer là, c'est tout simplement une modélisation. C'est une dizaine d'années de travail et qu'on va dénommer ce soir GPS et qui se traduit dans une journée de séminaire et aussi globalement par une version bêta en machine learning. Un ordinateur maintenant fonctionne très très bien en négociant comme on l'a fait aux échecs il y a une dizaine d'années, comme on le fait maintenant au poker, comme on le fait, ça fonctionne très bien. Alors, je vais vous montrer quelques éléments. Raphaël m'a limité en termes de temps, elle m'a limité, elle a eu raison, parce que c'est une vraie passion que j'entretiens. Et je vais essayer en quelques planches, globalement, de partager avec vous ce modèle. Alors, c'est un modèle, c'est un peu aride. Je ne vais pas vous raconter les histoires de négociation. Je vais essayer de modéliser, de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons tous. Et c'est ce qui a permis de créer donc ce fameux GPS. Je crois fondamentalement que la négociation est la dynamique d'un rapport de pouvoir. On a un rapport de pouvoir dans le temps qui part d'une situation donnée, puis qui évolue dans le temps plus ou moins favorablement. Et ce que nous avons essayé de faire pendant ces dizaines d'années, c'est de mettre, si j'ose dire, au carré ce type de relation. Et d'organiser donc nos instincts. L'instinct, c'est un comportement héréditaire. Des intuitions, c'est un mode de connaissance. L'intuition, on finit par avoir, avec de l'expérience, de l'intuition. Et notre expérience, l'expérience, c'est quoi? En négociation, comme ailleurs d'ailleurs, c'est ce qu'on acquiert juste après en avoir eu besoin. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, et voilà, on y est, c'est ça l'expérience. Donc on va essayer de mettre ça, si je puis dire, au carré. Alors, première chose que je voudrais vous partager avec vous, c'est que l'axiome fondateur du modèle GPS, le modèle du cube, il y a le modèle du triangle, il y a eu plusieurs modèles du radar, mais tout ça, c'est le même modèle qui a été mis au point. C'est la logique du pouvoir. Est-ce que, je suppose que vous êtes d'accord avec ça, c'est-à-dire que plus on a de pouvoir sur quelqu'un, plus on a de chances d'obtenir qu'il passe dans un temps relativement rapide d'une position A qui pourrait être c'est non, et une position B qui est c'est oui. Globalement, un négociateur cherche à obtenir un accord dans le moins de temps possible. Plus on a de pouvoir, en général, plus on obtient vite ce qu'on souhaite. Donc, d'ailleurs, c'est la définition même du pouvoir en négociation, c'est la capacité à déplacer quelqu'un d'une position A à une position B en un intervalle de temps raisonnable. Alors, je voudrais rester sur cette planche pour dire deux choses. Le pouvoir, ce n'est pas forcément quelque chose de coercitif. Le fait d'avoir une proposition attractive en négociation, c'est une façon de déplacer quelqu'un. La force n'est qu'un élément du pouvoir, mais le pouvoir peut être très simplement le charme. Ça joue en négociation. Et puis peut-être la quatrième chose, c'est pourquoi on est dans une relation de pouvoir? Pourquoi négocie-t-on avec quelqu'un? Parce que l'autre a quelque chose qu'on veut et lui-même veut ce que l'on a. C'est la question d'un échange. Donc on est bien dans une relation, je dirais, d'influence de l'un sur l'autre où ce qu'on souhaite, c'est avoir l'autre adopter la position que l'on souhaite. Et l'autre le souhaite aussi. Parfois on se met d'accord, parfois on ne se met pas d'accord. Ceci étant dit, la modélisation, elle est partie fondamentalement du slide que vous allez voir maintenant. Qu'est-ce qui est important dans une négociation? Quelle qu'elle soit, que l'on négocie avec ses enfants, à l'achat, à la vente, au Japon, en France, n'importe où, qu'est-ce qui est important? La première chose, c'est quelle est notre réalité? Dans quelle situation on est? La deuxième chose qui est importante, c'est quelle est leur vision à eux, ceux avec lesquels je négocie, de ma réalité, de notre réalité. Et on voit d'ailleurs les images qui viennent sur le bluff, etc., mais c'est un grand classique. Troisième chose qui est importante, c'est quelle est notre vision à nous de leur réalité à eux, parce qu'on a une idée sur leur situation, c'est ce qu'on pense, et on pense qu'on dit vrai. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trois éléments-là? C'est quoi une réalité? C'est mes enjeux, c'est nos enjeux, qui vont être plus ou moins importants. Ça va être, c'est la première variable. La deuxième variable, si mon zapette fonctionne, c'est notre urgence. Est-ce que les enjeux que j'ai sont urgents ou non? Parce que si j'ai le temps d'attendre, c'est complètement différent que si je n'ai pas le temps d'attendre. Troisième chose, quelle est ma dépendance par rapport à mon interlocuteur? Est-ce que l'autre a une solution qui me plaît vraiment, qui me plaît à moitié ou qui ne me plaît pas du tout? Et la négociation va être complètement différente. On se doute que si mes enjeux sont très importants, c'est très urgent, et que je suis complètement dépendant de l'autre, ça va être difficile de négocier. Si tant est qu'ils s'en aperçoivent. Parce que pourquoi restons calme? Pourquoi parfois il y a du bluff en négociation? Parce qu'on essaye, on laisse l'autre croire, ou on lui fait croire,
des choses sur nos enjeux, notre urgence et notre dépendance. On a bien là déjà 6 variables qui peuvent avoir des valeurs différentes. Dernière série de 3 variables, c'est quelle est la vision que nous avons de leur réalité à eux. C'est leurs enjeux. Est-ce que c'est important ou pas d'obtenir telle et telle chose? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'ils ont une annonce à faire dans 2 mois, dans 3 mois, maintenant, demain? Et également, la qualité de la solution que j'ai par rapport à leurs enjeux, est-ce qu'elle est élevée ou pas? Ici, on dispose de 9 variables. Vous allez voir que la modélisation part de ça, tout simplement. Et ce que l'on a fait, c'est que sur ces 9 variables, on va les juger, les évaluer sur une échelle de 7. C'est le modèle Dogwood, assez classique en psychométrie, en disant du moins important au plus important. Nos enjeux sont très faibles ou sont très forts, et sur une échelle de 7. Si vous faites un calcul simple, 7 à la puissance 9, ça fait tout simplement 40 millions de situations. C'est-à-dire que vous avez ici, dans la combinaison de ces variables-là, 40 millions de situations. L'ordinateur fonctionne très bien avec ça. Pour lui, un ordinateur, 40 millions, c'est pas grand-chose. Mais quand on dit dans la négociation, c'est pas pareil, bah oui, c'est pas pareil. Effectivement, puisqu'à chaque fois, les variables changent. Alors, on va essayer de jouer tous ensemble sur ces variables. C'est pas une modélisation, c'est pas excitant. J'ai choisi, sur 40 millions de situations, j'ai tiré au hasard, un ordinateur fait ça très bien aussi, en faisant une série de chiffres, une série de 9 chiffres. Les chiffres rouges, c'est ma réalité. Les chiffres oranges, c'est ce qu'ils pensent de ma réalité. Et les chiffres bleus, c'est ce que je pense de la leur. Le premier chiffre, c'est mon niveau d'enjeu. Vous voyez ici, 3 sur 7, j'ai un niveau d'enjeu qui est un peu en dessous de la moyenne. Donc ce n'est pas un truc majeur. La deuxième chose, 6, par contre, je suis pressé. Et le troisième chiffre, 4, c'est que la qualité de leur proposition, bon, elle est moyenne. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ma réalité, quand on a la calculée, entre nous aujourd'hui, on va faire la formule la plus simple, on va faire une moyenne arithmétique. On va avoir 3 plus 6 plus 4 divisé par 3, ça va nous faire 4,33. Donc 4,33 sur 7, j'ai un peu de pression, un peu plus que la moyenne, mais pas trop. Alors qu'est-ce qu'ils pensent, eux, de notre situation? Eux, ils pensent que mes enjeux sont un peu plus importants qu'ils ne le sont. Par contre, ils ne s'aperçoivent pas que je suis très pressé. Et dernière chose, 5, le chiffre 5, tout simplement, ils croient que leur proposition, elle est quand même géniale. Plus qu'elle n'est l'air en réalité. On voit d'ailleurs, on commence à percevoir la stratégie que je pourrais avoir par rapport à ces chiffres-là. Dernière série de chiffres, les chiffres bleus, c'est leur réalité à eux. C'est ce que je pense. Parce qu'on verra que la qualité principale d'un négociateur, c'est la clairvoyance. C'est de voir clair dans une situation, d'avoir une idée juste des relations de pouvoir qu'il y a entre les gens. Là, ici, 6, ils ont des enjeux qui sont très élevés, 6 sur 7. Ils sont relativement pressés, même plus que la moyenne, 5 sur 7. Et ma solution, elle est vraiment très bonne, elle est 6 sur 7. Donc on commence à percevoir que j'ai une réalité, je n'ai pas une pression énorme. Ils pensent certainement, avec le calcul, que j'ai une pression moins forte qu'elle ne l'est en réalité. D'ailleurs, si je fais 4 plus 3 plus 5, ça me fait tout simplement 4. Et moi, j'ai quand même beaucoup de pouvoir sur eux, puisque c'est 6 plus 5 plus 6 divisé par 3, ça me fait 5,33 sur 7. Parce que j'étais dans mon... Pardonnez-moi, c'est un peu aride, mais on part de ces chiffres-là. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle négociation, avec vos enfants, avec à l'achat, à la vente, en politique, entre M. Trump et M. Kim. Globalement, on retrouve toujours les mêmes paramètres. Alors, et j'ai remis les questions en dessous qui permettent de répondre à cette issue de séminaire. Maintenant, j'ai un écran radar dans lequel ma réalité R, c'est le triangle rouge. Je le répète, on a ici une pression de 4,33. Ça pourrait être la superficie du triangle. Et leur vision de ma réalité, c'est le triangle orange. On s'aperçoit de quoi? C'est qu'ils pensent que je suis plus dépendant d'eux qu'ils ne le sont, que je le suis en réalité. Ils pensent que mes enjeux sont plus importants qu'ils sont en réalité. Par contre, ils ne s'aperçoivent pas de mon urgence. C'est les chiffres qu'on vient de voir. Nous sommes d'accord? Globalement, on se doute instinctivement, je dis bien instinctivement, que globalement, on ne va pas leur dire qu'on va être extrêmement pressé. Par contre, on peut peut-être leur dire que nos enjeux sont moins importants qu'ils le croient, et on pourrait leur dire, vous savez, votre solution, il y en a d'autres. Nous sommes d'accord. C'est d'ailleurs un des éléments stratégiques d'une négociation, c'est les ramener à la réalité. On verra ensuite, en dessous, alors pardonnez-moi pour les chiffres, j'ai 2 slides progressifs qui sont cachés, mais peu importe.
Ici, vous avez 3 ratios qui sont importants dans une négociation. Le premier, c'est le ratio de pouvoir. C'est le pouvoir que vous avez sur eux versus le pouvoir qu'ils pensent avoir sur vous. C'est d'accord que c'est ce qu'on dit dans une réunion en disant qu'ils sont plus demandeurs que nous. Ben, c'est simplement ce ratio-là. Il y a un deuxième ratio, c'est le ratio de tractation. C'est ma réalité, la pression que j'ai, rapportée à globalement ce qu'ils pensent de ma réalité. Et là, j'ai de la chance, parce qu'ils ne s'aperçoivent pas que ma pression est plus importante qu'elle ne l'est. C'est un ratio de tractation, un ratio de chance. Et là, dans la chance en négociation, ça fait partie du jeu. Et le troisième ratio, c'est le ratio de confort. Bien évidemment, la pression que j'exerce sur eux, rapportée à la pression qu'ils exercent sur moi, mais qui ne connaissent pas, globalement, j'ai des ratios qui sont tous les 3, on verra tout à l'heure, qui sont tous les 3 positifs. Alors, pardonnez-moi, je passe au dernier slide. Je vais récapituler. Notre réalité, 364, ça fait 433. Vision, 435, ça fait 4,0 moyenne d'arithmétique. Notre effet, 646, 533. J'ai 3 triangles. Je vois bien que mon triangle bleu est supérieur à leur triangle orange. Ça me donne un ratio de pouvoir de 1,33. C'est-à-dire que j'ai 33% de plus de pouvoir qu'eux qui en ont sur moi. Parce que je suis toujours... Deuxième chose, en termes de tractation, là aussi j'ai de la chance, ils sous-estiment ma pression, donc j'ai un ratio positif de 1,08. Et puis le dernier, c'est de confort. Tout simplement, la pression que j'exerce sur eux, ou l'effet que j'exerce sur eux, est supérieur à l'effet de toute façon qu'ils exercent sur moi. Donc, j'ai 3 ratios positifs. En langage trumpien, je dirais que c'est une situation good, good, good. On a 3 ratios qui sont tous les 3 positifs. Parce qu'en fonction des chiffres, vous avez des ratios qui peuvent être complètement différents, certains négatifs, d'autres positifs. Donc, on s'aperçoit la façon de faire est complètement différente. Mais là, on a 3 feux verts. Alors, pour compliquer le tout, bien évidemment, quand on est un radar, si on a un seul triangle, vous avez vu que c'est assez simple, le triangle. Quand on en met 3, c'est compliqué. Alors bien évidemment, Raphaël, tu as parlé tout à l'heure du modèle du cube, parce qu'il est né comme ça. Le modèle du cube, c'est ça. Le modèle du cube, vous avez ici à gauche le cube des pouvoirs, des 3 pouvoirs. Vous avez l'effet que je leur fais, 5,33, la réalité dans laquelle je vis, 4,33, et comment dire, leur vision de ma réalité, qui est une situation formidable. C'est une situation assez relativement difficile, ils s'en aperçoivent pas, et moi j'ai beaucoup de pouvoir sur eux. Quand on dit ça comme ça dans une phrase, tout simplement ça se traduit sur un cube. À côté, vous avez le cube pour visualiser une situation, une seule situation. Ben, tout simplement, vous avez le cube des ratios, et vous avez une situation donnée, et en fonction de ce que vous allez faire, en fonction de ce qu'ils vont faire, on voit le keyboard qui est en dessous, en bas. Globalement, on va se percevoir que ces différents pouvoirs changent au fil du temps. Alors, voilà le modèle en tant que tel, mais ce qu'il indique, c'est que la stratégie en négociation dépend de la situation et de notre capacité à la faire probablement évoluer. Il y a des situations dans lesquelles c'est même pas la peine d'y aller, ça ne sert à rien. La négociation, c'est dit dans un deuxième principe, c'est la stratégie qui doit guider nos choix tactiques et les comportements qui sont associés. Mais ce n'est pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on a bien une stratégie donnée à un moment donné dans un rapport de pouvoir, et c'est ça qu'il faut adapter à la situation. Alors qu'on a tendance souvent en négociation en disant c'est comme ça qu'il faut faire en termes comportementaux, en termes de moyens. Et parfois, c'est inutile d'y aller. Et d'autres fois, globalement, ce qu'il y a à faire, ben, ça paraît évident. Alors je vous propose pour terminer, je crois que je suis dans les temps là, on va faire un petit exercice ensemble. Alors, moi, j'ai l'habitude de jouer. Je ne suis pas du tout mathématicien. La version bêta du machine learning, qui a très bien été développée, pas le SCP, mais à Polytechnique. Vous savez qu'ils aiment bien ça, ils sont des geeks. Moi, je ne comprends rien, mais je leur explique et après, ils me mettent ça en chiffres. Mais à force, on finit par s'y habituer. Alors, je vais vous proposer un petit exercice, c'est celui-là. Là, j'ai changé les chiffres. Alors, on les reprend ensemble. Leur pouvoir potentiel, ma réalité, c'est quoi? J'ai 4 d'enjeux. C'est pas énorme. C'est 4 sur 7, c'est une moyenne. J'ai une urgence, je ne suis pas très urgent, c'est même en dessous de la moyenne. J'ai mon temps. J'ai mon temps pour trouver un accord, pour trouver quelque chose. Mais par contre, leur proposition, elle est assez sympathique. Elle est de 5 sur 7. Nous sommes d'accord? Donc, j'ai une réalité, je ne l'ai pas calculé, mais je vais me tromper. 5, 3, ça fait 8, ça fait 12, ça fait 3. Le pouvoir qu'ils ont, ce pouvoir potentiel qu'ils ont sur... Pardon, 4, vous voyez bien. Ça suffit. Eh ben voilà. Et donc, non mais quand on a le nez dessus, c'est toujours plus compliqué. Et donc la réalité, bon, c'est moyen.
Par contre, ils pensent que mes enjeux sont moins importants qu'ils ne le sont. Globalement, ils me pensent plus pressé que je ne le suis. Et ils pensent là également que leur proposition est bien meilleure que moi, que je les juge. Déjà, en termes de stratégie, on voit quoi? En termes de stratégie, c'est simple. Quand on compare 2 à 2 ces chiffres, on comprend bien qu'on va leur cacher le niveau de mes enjeux. On va leur laisser croire qu'ils pensent que mes enjeux sont faibles. On va, globalement, en termes d'urgence, les rappeler à la réalité en disant, vous savez, j'ai tout mon temps. Et on peut le faire savoir de différentes façons. Ça peut être en téléphonant plus tard. Enfin, il y a tout un mode de comportement à ça. Et puis, dernière chose, bien évidemment, je vais les ramener à la réalité de leur proposition en disant, vous savez, c'est pas si terrible que ça. Maintenant, là, les 3 derniers chiffres que j'ai sur ma réalité, c'est, je pense qu'ils ont un enjeu important. Je pense que, globalement, ils ne sont pas plus pressés que moi. Regardez le 3 et le 3, là, le 3 rouge et le 3 bleu. Et par contre, ma proposition, elle n'est pas terrible. Alors, je vous pose la question en termes de stratégie. En termes de stratégie, qu'est-ce que c'est qu'une stratégie en termes de négociation? C'est qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre il faut le faire et quand il faut le faire. Le what, when est quelque chose de majeur. C'est comme en cuisine. Quand je fais les choses avant, après, pendant, ça ne donne pas du tout la même saveur. Donc, sur ces séries de 9 chiffres, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je connais la réponse, alors je ne réponds pas. Il y a un chiffre qui est énorme, si j'ose dire. C'est le 2 de la fin. Parce que je suis en train de négocier avec quelqu'un, ma proposition, il la trouve nulle. La probabilité qu'il parte en disant, monsieur, je n'ai plus envie de vous parler, et que je n'arrive pas à avoir de rendez-vous avec elle est majeure. Donc la première chose qu'il faut faire sur cette série-là de chiffres, c'est tout de suite d'améliorer ma proposition. C'est-à-dire de dire, écoutez, je vais réfléchir, je vous rappelle lundi. Et globalement, c'est d'y travailler pour montrer les enjeux. Il faut absolument augmenter ce chiffre 2. Parce qu'un chiffre 2, un homme d'affaires, ne vous permettra pas de perdre du temps avec lui s'il pense que votre proposition n'est pas capable. Merci Vincent, merci. Merci à toi. Donc ça complique grandement nos travaux de cette année, parce que nous, on avait juste 8 typologies, mais là, tu nous expliques qu'il y a 40 000... 40 millions. 40 millions. millions. C'est un modèle simple, il fait 40 millions de situations. Oui, c'est 7 puissance 9. Ça fait 40 millions de situations. Donc il y a 40 millions de situations différentes. Et on choisit au hasard des situations, quand on teste le modèle, on choisit une situation au hasard, une série de chiffres. Et en fait, on s'aperçoit que... Raphaël m'a interdit de montrer le modèle bêta aujourd'hui. Ce n'est pas vrai du tout. Mais un ordinateur fonctionne très bien parce qu'il compare, on l'a fait ensemble, il compare des chiffres 2 à 2 et globalement, au bout d'un moment, il trouve une stratégie assez facilement. Alors, moi, j'avais une première question avant de vous passer la parole. En fonction de toutes ces variables, tu sais qu'au sein du cercle, on est plutôt des gentils. Où est l'éthique? Où places-tu l'éthique? Elle est au centre de tout ça. Le fait d'aimer quelqu'un, quand vous aimez quelqu'un, vous êtes dépendant de lui. Est-ce que c'est dramatique? Non. Quand on parle de rapport de pouvoir, on pense à des choses méchantes, mais ça peut être un rapport d'attraction. Je l'ai dit au départ, le pouvoir en négociation, c'est la capacité à déplacer quelqu'un d'une position A à une position B. On peut le faire avec une belle proposition qui est sans équivalent. C'est-à-dire que je vais avoir un chiffre qui ne va pas être de 2, mais qui va être de 6. Donc l'autre dira, écoutez, vous êtes les meilleurs. C'est bien quand on parle de pouvoir, le mot pouvoir est un peu ambigu. C'est pour ça que dans le modèle, on a eu, je vous avoue, ta question m'a rappelé des souvenirs douloureux où des gens me disaient, mais c'est pas une relation de pouvoir, il ne faut pas être méchant avec les gens. C'est simplement un rapport d'attraction mutuelle. Hein, donc, voilà. Est-ce que... Oui, Olivier. Moi, ça me fait penser à quelque chose qui sort un peu de ces relations interpersonnelles, et plus à travers la machine. Le yield management des compagnies aériennes, ça relève complètement de ça. Ils imaginent qu'on est pressé, qu'on n'a pas la possibilité de changer sa date, et donc on paye le prix au maximum, non? Ça, pas... Les négociations, c'est partout, c'est pareil. Quand vous n'avez pas de temps, c'est pressé. Vous n'avez pas de temps, c'est pressé. À un moment donné, le problème, c'est le temps qu'on a pour trouver d'autres solutions. Ce qui est terrible, c'est le fait de ne pas avoir le temps. D'ailleurs, plus on va, plus on court après le temps tout le temps. On voit, par exemple, les grandes compagnies sont souvent très préoccupées par le temps plus que par l'argent, parfois. Et ça, c'est frappant. Donc, oui, vous avez raison, mais tous les modèles fonctionnent pareil. Le prix varie. Enfin, moi, j'avais lu qu'ils
si c'est quelqu'un qui part en vacances, il a du temps, parce qu'il peut changer sa date. Si c'est pour du boulot, il doit partir à une date. Oui, parce qu'il va chercher autre chose, voilà. Tout à fait, logique. L'urgence, c'est le temps dont on dispose pour trouver une autre solution. Ceci étant, si on a un enjeu qui est très faible, et beaucoup de temps, parfois on va abandonner parce que en fait, l'enjeu est tellement faible qu'on a autre chose à faire. Oui, Dominique. Est-ce que vous avez fait vous avez comparé des simulations avec la machine, avec le modèle, et avec un négociateur? Tout le temps. Tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait comme essai? C'est on met une série de chiffres. Quelqu'un, c'est la personne avec laquelle on travaille dans les séminaires, qui remplit ces chiffres. Et on appuie sur le bouton, immédiatement l'ordinateur sort un état de la situation, disant en fonction de ça, voilà à mon avis ce qu'il faut faire. Et après vous demandez à la personne intéressée est-ce que vous êtes d'accord ou pas. On a un taux de réussite qui est de 95%. Quoi. Après c'est la mauvaise rédaction de français que j'ai. Mais vraiment, parce que en fait c'est logique. C'est logique. Une dernière question avec Élodie. Quand vous dites leur vision, Ouais. ce n'est pas une vision factualisée avec des indicateurs, c'est ce que la personne imagine. Absolument. Absolument. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Pourquoi il n'y a pas quatre chiffres? Parce qu'en négociation, parfois les gens disent c'est un jeu de poker. Globalement, c'est l'idée qu'on se fait des enjeux de l'autre. Il ne va pas tout vous dire. En affaires, on ne va pas mettre tout sur la table en face de l'autre. C'est très rare. Alors si la vision de la personne m'arrange, je dis rien. Je veux bien être éthique, mais pas me tirer une balle dans le pied quand même. Parce que si je dis, écoutez, j'ai pas d'argent, j'ai pas le temps, il n'y a que votre solution, je pense qu'ils vont bien vous signer là, quoi. Par contre, si ma réalité, les ramener à la réalité, me permet de changer leur idée du pouvoir qu'ils ont sur moi. Et globalement, sur ces 9 chiffres, c'est toujours, la première qui est un négociateur, c'est toujours être sur le qui-vive, pour comprendre dans quel état est l'autre. Et ce qu'ils pensent de moi, c'est important. En négociation, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait, c'est la réaction qu'on obtient. Et parfois, on dit la vérité et on n'est pas cru. Parfois, on bluffe et on est cru. Parfois, l'autre vous dit des choses. On dit, oh, je sais, pour vous, vous êtes d'une grande compagnie. Je pense qu'on va vous dire ça tout le temps. Une grande compagnie, ça n'a pas d'importance pour vous. Alors que, ben non. Mais c'est l'idée qu'ils se font de vous, parce qu'ils sont en train de négocier. D'ailleurs, on ne négocie jamais avec une moyenne statistique. C'est une hérésie. Un individu, par exemple, qui a comme enjeu, qui a une certaine fierté, ben, globalement, il va négocier de façon très différente que quelqu'un qui est dans la même société pour le même contrat, parce qu'il a moins de fierté. D'ailleurs, quand tu citais Mohamed tout à l'heure qui s'est fait... c'est un chef d'entreprise à Madagascar, pour dire les choses. Un ancien de l'ESCP qui a étudié avec Vincent. Et qui s'est fait prendre en otage à Madagascar, qui a été pris en otage. Et pendant plus de 15 jours, il a négocié avec eux. Et on s'était quitté il y a 6 mois auparavant. Et vraiment, il a utilisé, je ne sais pas parce que c'est le modèle qui a été construit là, mais globalement, il a utilisé ces paramètres-là vis-à-vis de ses preneurs d'otage. Parce que tout fonctionne pareil. Si j'avais ce modèle, si je le maîtrisais, je serais très intéressé pour repasser dans le passé et regarder les grands contrats dans l'histoire, des grands moments de négociation. Est-ce que vous vous êtes amusé à faire ça? Bien sûr, bien sûr. Talleyrand est c'est Catherine de Médicis, Talleyrand, John Kennedy avec Khrouchtchev. Ce modèle-là fonctionne parfaitement. Khrouchtchev, quand Kennedy s'est retrouvé, ça devait être le 14 octobre, je crois que c'est 14 octobre, il s'est retrouvé, et tout d'un coup, il voulait envahir Cuba une nouvelle fois après Dwight Eisenhower, après la baie des cochons. Tout d'un coup, il a vu des photos, il y avait des missiles. L'enjeu des Américains n'était plus simplement de ne plus avoir, des Soviétiques à Cuba, c'était de sauver leur peau, quoi. Et d'ailleurs, les Russes, qu'ont obtenu les Russes, il n'y a eu aucun combat dans la crise des missiles de Cuba, mais ce qu'ont obtenu les Russes, c'est de s'implanter définitivement à Cuba pendant 60 ans. Ils ont échangé le retrait des missiles contre le fait de ne plus être attaqué à Cuba. Et le modèle fonctionne parfaitement. Je peux me permettre de dire un mot sur M. Trump et M. Kim? Alors, parce qu'on va poser les questions. Ben oui, on va mettre des numéros. Si vous comparez la réalité des deux, c'est ce qu'on suppose. Je pense que leur enjeu à tous les deux sont forts. Disons 6 sur 7. C'est Kim, c'est garder le pouvoir, ou 7 sur 7. Et M. Trump, c'est de faire ce qu'il a à faire.
La deuxième chose, c'est qu'ils dépendent l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un pour obtenir ce qu'il souhaite, il dépend de la dénucléarisation de la Corée du Nord, et l'autre pour obtenir le fait de garder au pouvoir dépend de la décision de Trump, plus ou moins, enfin qu'il ne le gêne pas. Par contre, la grande différence entre deux, mais c'est un grand classique, c'est le temps. M. Kim n'est pas pressé, M. Trump l'est. M. Trump n'a plus que maintenant 1 an et demi. C'est-à-dire qu'il va falloir, je le dis clairement, il va payer très cher le fait de ne pas avoir le temps. Je pense, en termes de négociation. C'est un grand. C'est pas, le problème, c'est qu'il ne peut pas changer la date des élections américaines. Pardon ? Il essaye. Ouais, je m'en doute. Mais il ne peut pas la retarder ad vitam aeternam. L'idée, c'est qu'il a la contrainte de la deadline, alors que Kim ne l'a pas. Donc, quelque part, s'il veut la dénucléarisation, il va y avoir qu'il faut s'engager de façon assez élevée. Voilà ce que je pense, simplement. Merci Vincent.